Des règlements de compte ciblés, presque chirurgicaux. Les clans ne s'affrontent plus pour des points de deal, mais pour le contrôle des flux, logistique, blanchiment, crypto, importation. Le crime se modernise, se dématérialise sans jamais quitter le béton. Dans certains quartiers, la présence du mythe Yoda devient une culture locale. Des rappeurs y font référence, des tags recouvrent les murs, des t-shirts circulent sous le manteau. Yoda devient une marque. Avant de plonger dans cette histoire, prends une seconde. Abonne-toi, like et active la cloche, parce que ce que tu vas entendre n'est pas une fiction, c'est Marseille. C'est la réalité qu'on cache derrière les cartes postales. Tout commence à La Paternelle, un quartier perché sur les hauteurs, coincé entre béton, ciel et oubli. Un labyrinthe de tours, de parkings et de murs tagués. Ceux qui y vivent le savent. Ici, la loi ne s'écrit pas dans les tribunaux. Elle se murmure dans les halls, elle se signe dans le sang. La Paternelle, c'est une enclave à part. Un royaume déchu où chaque mur a entendu un secret. Et dans ce décor, un nom a fini par s'imposer. Un nom court, presque ironique, Yoda. Au départ, ce n'était qu'un surnom. Un gamin du quartier, malin, calme, respecté. Trop discret pour attirer les flics, trop futé pour se faire piéger. On disait qu'il comprenait tout, qu'il anticipait les coups, qu'il savait où frapper sans qu'on le voie venir. Le surnom lui est resté. Yoda, le petit sage du ghetto, celui qui ne parlait pas beaucoup, mais dont la parole faisait trembler les autres. Autour de lui, une bande s'est formée, des cousins, des amis d'enfance, des gamins sans horizon. Ils ont grandi ensemble dans les ruelles du quartier, entre les chaises en plastique des terrasses et les scooters volés. Et ensemble, ils ont bâti un empire. Leur royaume, c'était le four. Ce mot qui à Marseille ne désigne pas une cuisine, mais un point de vente. Là où la drogue circule jour et nuit, là où la police ne monte plus en blindé, là où un gamin de 15 ans peut gagner plus qu'un cadre. Les Yoda ont compris avant tout le monde que dans un quartier abandonné, celui qui contrôle la drogue contrôle la vie. Ils ont donc pris racine, pas seulement pour vendre, mais pour régner. Leur code, loyauté, silence, efficacité. Chaque jour, la Paternelle se transformait en fournaise. Des choufs postés sur les toits, des guetteurs planqués dans les cages d'escalier, des vendeurs à la chaîne. Tout était millimétré. À la moindre sirène, le système s'activait. Messages codés, radio clandestine, portes verrouillées. Le quartier entier fonctionnait comme une machine, huilé par la peur et l'argent. Yoda, lui, ne parlait jamais aux inconnus. Il ne se montrait pas de photos, pas de réseaux sociaux, pas de traces. Ceux qui l'ont croisé disent qu'il avait un regard froid, précis, sans haine ni émotion. Il ne hurlait pas, ne menaçait pas, il décidait. Et dans un monde où la parole vaut plus qu'une balle, cette sobriété valait de l'or. Sous sa direction, la Paternelle est devenue un bastion. Une forteresse où chaque immeuble servait de poste, chaque cave de planque, chaque enfant de messager. Pendant des années, le clan Yoda a prospéré. Discret, organisé, respecté. On disait qu'il tenait nos 4 fours majeurs, capables de générer plus de 100 000 € par jour. L'argent circulait vite. Une partie pour les familles, une autre pour les armes, le reste pour les avocats et les loyautés. Le quartier, longtemps oublié, s'est mis à respirer au rythme du trafic. Certains habitants fermèrent les yeux, d'autres participaient, mais tout le monde savait qui faisait la pluie et le beau temps. Et personne ne disait leur nom à voix haute, car à Marseille, le silence est une protection. Les murs ont des oreilles, les regards peuvent tuer. La loi du quartier repose sur une promesse simple. Celui qui parle disparaît. Yoda n'avait pas besoin de répéter la règle. Elle s'appliquait d'elle-même. Son autorité n'était pas fondée sur la terreur, mais sur le respect. Il punissait rarement. Il n'en avait pas besoin. Les gens savaient, mais à mesure que le clan grossissait, les appétits aussi. D'autres bandes regardaient la Paternelle avec envie. Parmi elles, une nouvelle génération, plus jeune, plus impulsive, plus connectée, la DZ Mafia. Ils n'avaient même pas les mêmes codes, ni la même patience. Là où Yoda cultivait le silence, eux affichaient leurs armes sur Snapchat. Là où les anciens respectaient les familles, eux tiraient même les dimanches leur mot d'ordre. La peur
par l'image. Le crime version 2.0, l'affrontement était inévitable. Deux façons de régner, deux visions du pouvoir. D'un côté, les Yoda enracinés, prudents, presque stratèges. De l'autre, la DZ, mobile, brutale, sans scrupules. Ce n'était plus seulement une guerre de territoire, mais une guerre de génération. Et tout a basculé un soir de 2023. Un four affilié au Yoda est braqué. 3 morts. Des jeunes de 20 ans à peine. Dans les jours qui suivent, des voitures brûlent. Des corps sont retrouvés dans des parkings, des graffitis apparaissent sur les murs. DZ contrôle Marseille. L'humiliation est totale. Pour Yoda, c'est une déclaration de guerre. Les habitants sentent la tension monter. Les nuits deviennent plus courtes, les visages plus fermés. Les sirènes résonnent plus souvent. Dans les écoles, les enfants dessinent des kalachnikovs. Les éducateurs parlent d'une génération perdue. D'un monde où les héros ne sont plus des rappeurs, mais des dealers en survêtement. Dans les cités, la mort est de système d'onothésie, un bruit de fond. Elle ne choque plus, elle rythme les journées. Et là, au cœur de cette spirale, un quartier s'enfonce dans la légende. La paternelle, le royaume de Yoda. Un territoire où la lumière du matin brille sur les salles, sur les impacts de balles, où les mères prient, les enfants guettent, et les hommes tombent sans bruit. La paternelle n'est pas née dans la violence, elle y a été forgée. Dans les années 2010, le quartier était déjà un terrain miné. Le chômage dépassait tout. Les associations fermaient, la mairie ne montait plus. Les services publics se sont retirés, laissant derrière eux un vide immense. Et dans ce vide, d'autres forces se sont installées. Le trafic n'a pas surgi d'un coup. Il a poussé lentement, comme une plante dans les fissures du béton. Les premiers réseaux étaient désorganisés. De petites équipes, sans hiérarchie, qui vendaient en quelques grammes, parfois pour survivre, parfois pour briller. Puis les anciens sont arrivés. Ceux qui avaient connu les grandes années du banditisme marseillais, les braquages, les armes volées dans les ports. Ils ont transmis leurs méthodes, leurs réflexes, leur froideur. De cette fusion entre la misère et la mémoire du crime, Yoda a tiré sa leçon. Dans un monde sans repères, il faut créer les siens. Il a imposé un ordre. Chaque rôle était défini. Les choufs, les guetteurs, servaient d'yeux et d'oreilles. Des gamins de 12 à 15 ans, payés en liquide, parfois à la semaine, parfois à la journée. Ils apprenaient vite. Reconnaître une patrouille à la sonorité du moteur, prévenir par message codé, disparaître dans la foule. Au-dessus, les charbonneurs, les vendeurs, des jeunes déjà rodés, habiles, rapides. Certains parlaient plusieurs langues, d'autres tenaient la caisse, d'autres géraient les relations avec les clients fidèles. Encore au-dessus, les collecteurs responsables du stock et de l'argent. Et tout en haut, les lieutenants de Yoda, des hommes de confiance, souvent des cousins ou des frères d'armes, chargés de faire tourner les fours sans jamais prononcer le nom du chef. Rien n'était improvisé. Le réseau fonctionnait à la minute près. Quand la police faisait une descente, tout le système se dissolvait. En quelques secondes, les sachets disparaissaient dans les gaines, les guetteurs brûlaient les portables, les vendeurs redevenaient simples habitants. Les perquisitions finissaient souvent par des constats d'impuissance. Pas de drogue, pas d'armes, pas de preuves. Le secret de Yoda, c'était la discipline. Pas de luxe ostentatoire, pas de vidéos, pas de fêtes tapageuses. Ces gars ne roulaient même pas en voiture nord de sport, ils préféraient les utilitaires. Ils savaient qu'à Marseille, celui qui brille attire les balles. L'argent se dissimulait dans des commerces, des sociétés de nettoyage, des locations fictives, une économie parallèle ancrée dans le quotidien du quartier, presque invisible. Mais derrière cette façade de calme, la tension montait. Les jeunes de la nouvelle génération trouvaient Yoda trop prudent. Ils voyaient les DZ se filmer avec des liasses, poser avec des armes, gagner en notoriété sur les réseaux. Ils voulaient exister eux aussi. Le mythe du silence commençait à s'éroder. Les écrans remplaçaient les rumeurs, un simple post sur Instagram suffisait à déclencher une guerre. Une photo d'un four, un tag mal interprété, et les représailles suivaient. La violence, autrefois ritualisé, est devenu spectacle. Et ce spectacle, la DZ Mafia le maîtrisait mieux que quiconque. Leur communication était directe et cynique,
moderne. Il filmait les fusillades, affichait les butins, glorifiait les morts comme des martyrs. Leur ambition dépassait le quartier. Ils voulaient dominer Marseille entière. Yoda a vu venir la tempête. Il savait que la discrétion ne suffirait plus. Il fallait se défendre, montrer que le vieux monde pouvait encore mordre. Il a donc réorganisé le clan, un groupe d'action, des véhicules préparés, des itinéraires calculés. Le mot d'ordre, frapper vite, disparaître encore plus vite. C'est à cette période que les premiers règlements de compte modernes ont commencé. Les fusils d'assaut ont remplacé les pistolets. Les tireurs, souvent mineurs, venaient d'autres quartiers, recrutés pour une mission unique, payés en espèces. Ils ne connaissaient pas les victimes, ne savaient pas pourquoi ils tirèrent. Ils appuyaient sur la gâchette, puis retournaient chez eux comme si de rien n'était. Marseille s'est habituée à la cadence 3, 4, 5 fusillades par semaine. La police comptait les corps, les habitants comptaient les nuits sans sommeil. La paternelle vivait retranchée. Après 17 heures, plus personne ne sortait. Les volets se fermaient, les mères rentraient leurs enfants. Ce n'était plus un quartier, c'était un front. Et au centre de ce front, un homme qu'on ne voyait jamais, Yoda. Il n'avait pas besoin de montrer son visage pour diriger. Sa force venait de sa présence invisible, de cette idée qu'il savait tout, voyait tout, décidait de tout. Certains disaient qu'il avait quitté la ville, d'autres qu'il vivait caché dans un appartement anonyme du centre. La vérité importait peu, ce qui comptait, c'était la peur qu'il inspirait. Même en prison, son nom circulait. Les détenus se réclamaient de lui, les jeunes l'imitaient, les anciens le citaient avec respect. Yoda n'était plus un homme, il devenait un symbole, celui d'un ordre souterrain, celui d'une hiérarchie parallèle qui suppléait à l'État. Dans les rues de Marseille, une phrase revenait souvent. Ici, l'État, c'est Yoda. Et pour beaucoup, ce n'était pas une provocation, c'était une vérité. L'année 2023 a marqué un tournant. Ce qui n'était encore qu'une rivalité entre réseaux est devenu une guerre totale. Une guerre sans idéologie, sans drapeau, mais avec ses territoires, ses martyrs et ses lois. Tout a commencé par une nuit sans lune. À Castellas, une voiture s'arrête au pied d'un immeuble. 3 silhouettes descendent silencieuses, armées de kalachnikovs. Quelques secondes plus tard, la rue s'illumine de rafales. 2 morts, 3 blessés. Un message, la guerre est ouverte. Dans les heures qui suivent, d'autres attaques éclatent. Égalade, la Joliette, la paternelle elle-même. En une seule nuit, Marseille compte 8 victimes. Parmi elles, un adolescent de 16 ans, tué devant un snack en plein centre-ville. Son corps gît sur le trottoir. Autour, des passants, figés, ne comprennent pas. Ce soir-là, Marseille réalise que la guerre n'est plus confinée au quartier nord. Elle s'est déplacée, comme un virus. Les Yoda veulent reprendre le contrôle. La DZ Mafia, elle, veut marquer les esprits. Les 2 clans se répondent coup pour coup, transformant la ville en champ de bataille. Chaque règlement de compte devient une signature. Chaque mort, un message. La logique est simple, terroriser pour régner. Ce n'est plus seulement une affaire d'argent, c'est une question de prestige, d'image, de domination symbolique. À Marseille, un four n'est pas qu'un commerce, c'est un trône. Le perdre, c'est perdre la face. Et pour Yoda, perdre la face, c'est mourir debout. Les habitants vivent dans l'angoisse permanente. À la moindre détonation, les lumières s'éteignent, les volets claquent. Les enfants apprennent à se jeter au sol quand ils entendent un moteur trop rapide. Les plus jeunes ne parlent plus de métier, mais de survie. Un éducateur dira plus tard, « Ici les gamins savent reconnaître une calache à l'oreille. Ils connaissent le bruit d'un chargeur, le rythme des rafales. Ils vivent dans un monde où le danger est un son familier. » La paternelle devient un symbole de chaos. Les médias s'y intéressent, les politiques s'y rendent, les caméras filment. Mais une fois les projecteurs éteints, la réalité reprend ses droits. Les guetteurs reviennent, les vendeurs reprennent leur poste. Le quartier se referme sur lui-même. La police multiplie les descentes, des dizaines de fourgons, des hélicoptères, des chiens. Les CRS bouclent les rues, perquisitionnent, fouillent. Mais quand ils repartent, les fours rouvrent aussitôt. Les dealers changent juste d'appartement, de hall, de code.
rien ne s'arrête, tout se déplace. Les habitants ne parlent plus d'opération, mais de rituels. Ils savent que ces descentes ne sont là que pour rassurer la télévision. Dans la cité, la seule autorité réelle reste celle du clan. Les mères le savent, les enfants le sentent. Les Yoda sont la loi, et la DZ veut la remplacer. Les réseaux sociaux deviennent une nouvelle arme. Des vidéos circulent montrant des fusillades, des voitures criblées, des jeunes masqués qui revendiquent les tirs. Le crime devient spectacle. Chacun veut prouver qu'il est le plus fort, le plus audacieux, le plus impitoyable. Les morts deviennent des trophées, les prisons des scènes de gloire. Yoda, lui, reste invisible. Son nom continue de circuler, mais personne ne le voit. Certains disent qu'il a quitté Marseille, d'autres qu'il se cache dans un appartement anonyme. Ses lieutenants assurent la continuité. Assurent la continuité. Chaque attaque, chaque représailles est décidée depuis l'ombre. Les DZ, eux, avancent à visage découvert. Leur arrogance fascine les jeunes. La ville se divise. Dans certains quartiers, on se dit Yoda, comme on choisit un camp. Dans d'autres, on jure fidélité à la DZ. Les murs se couvrent de tags, les réseaux s'embrasent. Les habitants voient au moins se rejouer, à leur échelle, une guerre de clans antiques, où l'honneur prime sur la raison. Et cette guerre, personne ne la contrôle plus. Pas même ceux qui l'ont déclenchée. Les morts s'accumulent. 2024 devient l'année la plus sanglante que Marseille ait connue depuis des décennies. Les statistiques ne disent rien de la réalité. Derrière chaque chiffre, il y a un visage, une mère, une rue. Des enfants qui grandissent sans frères, des familles qui déménagent en silence. Les journalistes parlent de narco-guérilla. Les habitants, eux, parlent simplement d'enfer. Au Castella, un vieil homme dira: avant, on fermait les volets à cause du Mistral. Maintenant, c'est à cause des balles. Et pendant que la ville pleure ses morts, les clans continuent. Parce qu'ici, le sang appelle le sang. Et qu'à Marseille, une vengeance ne dort jamais. Après les humiliations, après les morts, Yoda ne pouvait plus reculer. Son nom, jusque-là murmuré avec respect, risquait de devenir une blague. Et dans le monde des cités, la pire défaite, ce n'est pas la mort. C'est l'oubli. La riposte a commencé dans le silence. Pas de déclaration, pas de menaces, juste des préparatifs. Des véhicules volés, repeints, stockés dans des parkings de fortune. Des armes venues des Balkans, passées par l'Espagne, cachées dans des appartements vides. Des adresses repérées, des visages photographiés. Yoda préparait une campagne. Pas une guerre de rue, une stratégie de reconquête. L'ordre était clair. Reprendre la paternelle, quoi qu'il en coûte. Pour cela, il fallait frapper fort, vite, et laisser une trace. Plusieurs équipes furent formées, chacune dirigée par un lieutenant. Leur mission, éliminer les relais de la DZ Mafia, un par un, jusqu'à ce que le quartier leur appartienne à nouveau. Les premiers jours, la ville a cru à une accalmie. Les fusillades s'étaient tues. Les médias parlaient de calme relatif. Mais ce n'était qu'un répit avant la tempête. Une nuit de février, les tirs ont repris. 3 fusillades, 3 lieux, une même signature. Castella, Égalade, La Joliette. En 1 heure, 7 morts, plusieurs blessés graves. Les témoins racontent la même scène. Des hommes masqués, habillés en noir, qui surgissent d'un véhicule, tirent sans un mot, puis disparaissent. La précision des attaques laisse les enquêteurs sans voix. Marseille se réveille le lendemain dans la stupeur. Les habitants parlent d'une nuit de guerre. Les journalistes d'une escalade sans précédent. La procureure évoque une logique de vendetta, une spirale incontrôlable. Mais dans les quartiers, le message est clair. Les Yoda sont de retour, le clan reprend ses positions méthodiquement. Les fours rouvrent, les guetteurs reprennent leur poste. Le système se reforme, plus discret, plus paranoïaque. Les lieutenants surveillent tout, les mouvements, les conversations, les fréquentations. La moindre rumeur de trahison est suivie d'une disparition. Le pouvoir de Yoda renaît, mais sous une forme plus dure, plus sombre. Le clan fonctionne désormais comme une armée. Chaque point de vente est une base. Les choufs sont remplacés plus souvent. Les circuits changent chaque semaine. Les collecteurs ne connaissent plus les chefs, seulement des intermédiaires. Personne ne doit pouvoir faire tomber l'ensemble.
La DZ Mafia de son côté ne recule pas. Eux aussi se militarisent. Des gilets pare-balles, des armes automatiques, des voitures piégées. Les réseaux sociaux deviennent des champs de bataille numériques. Photos de billets, menaces voilées, vidéos cryptées. Chaque attaque est revendiquée à demi-mot. Le crime se modernise, s'internationalise, s'exhibe. La Paternelle n'est plus un simple quartier, c'est un territoire disputé, un morceau de ville devenu enjeu géopolitique. Les CRS patrouillent tous les soirs, les hélicoptères survolent les toits. Les habitants ne dorment plus. Certains parlent de partir, d'autres n'ont nulle part où aller. Les associations locales tirent la sonnette d'alarme. Elles dénoncent un climat de siège, des enfants traumatisés, des écoles désertées. Mais leurs appels se perdent dans le bruit des fusils. À Marseille, la misère et la violence marchent main dans la main. Et quand la pauvreté devient structurelle, la loi du plus fort s'impose naturellement. Pour beaucoup, Yoda n'est plus seulement un criminel, il est devenu une autorité parallèle. Certains disent qu'il a ramené un ordre que même la police n'avait plus. Un habitant confie à demi-mot « Avec eux, au moins on savait à qui parler ». C'est ce paradoxe qui rend le clan indestructible. Il inspire à la fois la peur et la nostalgie. Leur emprise dépasse le trafic. Il gère les conflits, prêtant de l'argent, aidant les familles de détenus. Dans un monde où l'État ne vient plus, Yoda fait office d'arbitre, de juge et de protecteur. Son empire repose autant sur la violence que sur le vide institutionnel. Mais cette logique d'équilibre ne peut pas durer. La DZ Mafia frappe à nouveau. Cette fois, ce sont des enfants qui tombent, des guetteurs de 14 ans abattus devant des snacks pour l'exemple. L'objectif ? Semer la terreur, forcer les plus jeunes à fuir, briser la filière des Yoda. Ces meurtres marquent un point de non-retour. Même les plus aguerris commencent à douter. Les habitants parlent de guerre sale. La mort n'a plus de code, plus d'honneur. Les balles ne distinguent plus les coupables des innocents. Les autorités décident d'envoyer la CRS 8, unité spéciale venue de régions parisiennes. 65 policiers lourdement armés, des véhicules blindés, des opérations quotidiennes. Les images font le tour des journaux. Descentes, perquisitions, saisies spectaculaires. Mais dans les faits, la situation ne change pas. Le soir même, les forts rouvrent. Les policiers repartent, les dealers reviennent. La guerre continue. Dans cette confusion, les Yoda resserrent leurs rangs. Certains se réfugient hors de Marseille, d'autres s'exilent en Espagne ou en Italie. Mais l'organisation reste. Tant que la Paternelle existe, le clan existera. Ceux qui ont connu Yoda disent qu'il n'a jamais fui, qu'il observait, qu'il attendait, qu'il préparait autre chose, car pour lui, la guerre n'était qu'un moyen. Le but, c'était la survie du mythe. Et ce mythe déjà commençait à dépasser l'homme. Le pouvoir à Marseille ne s'effondre jamais d'un coup. Il se fissure lentement, comme un mur qui craque de l'intérieur. C'est toujours la même histoire. Un regard de trop, un téléphone mal éteint, une rumeur qui enfle. Et soudain, l'ordre bascule. Le clan Yoda n'a pas échappé à cette loi. Au sommet de sa puissance, la Paternelle ressemblait à un territoire autonome. Tout y était réglé comme une horloge. Les horaires des livraisons, les tours de garde, les transferts d'argent. Les lieutenants connaissaient leur rôle, les guetteurs, leurs signaux. Même la peur semblait organisée. Mais à mesure que la guerre s'intensifiait, quelque chose s'est brisé. La paranoïa s'est installée. Chaque silence devenait suspect, chaque absence inquiétante. Les trahisons se multipliaient. Certains jeunes, menacés ou attirés par la DZ, passaient de l'autre côté. D'autres collaboraient à Moutlabanet avec la police, parfois sans le vouloir, simplement par imprudence, par naïveté, ou pour sauver leur peau. Le clan a commencé à se regarder de l'intérieur, à se méfier de lui-même. Les purges ont suivi. Des disparitions inexpliquées, des corps retrouvés dans les collines, d'autres jamais identifiés. À Marseille, on disait que les Yoda avaient commencé à s'entre-dévorer. La DZ Mafia n'avait plus besoin d'attaquer. Le clan se détruisait seul. Les forces de l'ordre, elles,
observaient. Elles savaient ce qu'il suffisait d'attendre. Les téléphones captés, les écoutes interceptées, les drones au-dessus des tours. Petit à petit, la toile se refermait. Mais ce travail de l'ombre ne faisait pas de bruit. Et pendant ce temps, la rue continuait à saigner. Yoda, invisible depuis des mois, restait une figure presque mythologique. Certains juraient qu'il s'était réfugié à l'étranger. D'autres disaient qu'il dirigeait tout depuis Marseille même, caché dans un appartement ordinaire. Les rumeurs faisaient partie de sa légende. Plus personne ne savait s'il vivait encore, mais tout le monde continuait d'agir comme s'il observait. Dans le crime, parfois, l'absence est une arme plus puissante que la présence. L'argent, lui, ne s'arrêtait jamais. Des millions circulaient encore chaque mois. Mais les flux devenaient moins stables, les circuits plus risqués, les collecteurs se faisaient arrêter, les blanchisseurs disparaissaient, les loyautés s'effritaient, l'économie du clan se transformait en labyrinthe de dettes et de soupçons. Les jeunes du quartier, autrefois fiers de porter le nom Yoda, commençaient à se détourner. Ils trouvaient le clan fatigué, trop secret, trop vieux. La nouvelle génération rêvait de vitesse, de visibilité, de réseau. Le mythe du silence s'était retourné contre lui-même. La peur ne faisait plus recette. Pendant ce temps, la DZ Mafia continuait d'avancer. Leur violence était plus bruyante, plus spectaculaire. Ils frappaient en plein jour, se filmaient, revendiquaient. Chaque attaque renforçait leur aura. Les Yoda perdaient le terrain qu'ils avaient mis 10 ans à bâtir. Les quartiers nord se fragmentaient. De nouvelles bandes naissaient, chacune se réclamant d'une filiation avec l'un ou l'autre clan. Les alliances devenaient temporaires, les trahisons permanentes. La ville entière se transformait en une mosaïque de loyauté mouvante. Les policiers eux-mêmes ne savaient plus qui appartenait à qui. Les rares lieutenants encore fidèles à Yoda tentaient de sauver ce qui restait. Ils cherchaient à négocier, à établir des trêves, à protéger les familles. Mais dans une guerre où le prestige se mesure au nombre de morts, parler de paix, c'est signer sa propre condamnation. Les interpellations ont commencé à tomber en cascade. Des dizaines de figures connues arrêtées à Marseille, à Rennes, à Lyon. Des transferts vers des prisons de haute sécurité, des procès médiatisés. La presse titrait « Le clan Yoda décapité ». Mais ceux qui connaissaient vraiment la ville savaient que ce n'était pas si simple. Car ici, couper une tête ne suffit jamais. D'autres repoussent, plus jeunes, plus affamées, plus violentes. Dans les couloirs des Baumettes, le nom Yoda continue de circuler. Des détenus se réclament de lui, comme d'un blason. Certains tatouent netto les initiales sur leurs bras. Pour eux, appartenir à ce clan, c'est appartenir à une légende, peu importe qu'elle soit morte. Elle leur donne un sens, un repère, une identité. Et c'est peut-être là que se trouve la vraie tragédie. Yoda n'est plus un homme, ni même un clan. C'est un symbole de survie dans un monde sans espoir, le produit parfait d'un système qui fabrique la misère, puis la condamne. La chute du clan n'a pas apporté la paix, elle a simplement créé un vide. Et à Marseille, le vide est toujours dangereux, car il appelle d'autres noms, d'autres chefs, d'autres guerres. La paternelle est redevenue silencieuse. Mais ce silence ici n'est jamais synonyme de paix. C'est un silence qui observe, qui retient son souffle, qui attend. Quand les portes des Baumettes se referment, beaucoup pensent que l'histoire s'arrête là. Mais à Marseille, la prison n'est jamais la fin. C'est une autre arène, un autre territoire, avec ses hiérarchies, ses alliances océanguires. Et pour les Yoda, c'est là que commence la seconde vie du clan. Les chefs, transférés sous haute surveillance, se retrouvent dispersés dans différentes prisons françaises. Certains à Fresnes, d'autres à Arles, d'autres encore dans des établissements de haute sécurité. Mais la distance ne change rien. Les ordres continuent de circuler. Un mot dans une lettre, un message codé, une conversation volée à un parloir. Le crime ici ne s'interrompt jamais, il s'adapte. Dans les couloirs, les gardiens le savent. Les Baumettes ne sont pas une prison ordinaire, c'est une cité verticale où les rivalités de dehors se rejouent dedans. Les détenus se regroupent par quartier, par origine,
par clan. Les Yoda, même enfermés, gardent une aura. Ils ont des alliés, des relais, des messagers. Ils contrôlent les trafics internes, cigarettes, téléphones, stupéfiants. Tout ce qui entre, tout ce qui sort, passe par eux. Les plus jeunes les regardent comme des légendes. Certains n'ont jamais connu Yoda, mais parlent de lui comme d'un prophète. Ils racontent ses guerres, ses victoires, sa discrétion. Ils se transmettent son nom comme un héritage. Dans les cellules, l'histoire devient récit, et le récit devient mythe. La DZ Mafia, elle aussi, est en prison. Certains de ses dirigeants purgent des peines longues. Mais contrairement à Yoda, leur leader continue de communiquer ouvertement. Des vidéos, des messages Telegram, des déclarations de guerre. Ils transforment leurs incarcérations en tribunes. Les Yoda, eux, gardent le silence. Un silence calculé, presque mystique. Ce contraste renforce leur légende. À l'extérieur, on dit qu'ils préparent quelque chose, qu'ils attendent dans le bon moment, le bon signal, qu'ils tirent encore les ficelles depuis leurs cellules. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Les avocats, les familles, les complices servent de passerelle. Chaque visite, chaque appel devient un canal. Un mot de travers, un prénom, un chiffre, tout peut être un code. Les enquêteurs peinent à suivre, car à Marseille, le crime a appris à vivre dans la clandestinité des symboles. En 2025, un événement marque les esprits. Plusieurs prisons françaises sont mitraillées simultanément. Des tags apparaissent sur les murs. Des DPF, défense des droits des prisonniers français. Une signature mystérieuse. Les médias évoquent un groupe politique. Les autorités parlent de terrorisme. Mais dans l'ombre, tout le monde comprend. C'est un message venu du milieu. Un cri des détenus qui veulent rappeler qu'ils existent, qu'ils contrôlent encore. Les enquêteurs retrouveront plus tard des traces de coordination via Telegram, des profils anonymes, des pseudonymes liés à des membres de la DZ et à d'anciens Yoda. L'acte est inédit, une action criminelle revendiquant une dimension idéologique. Pour la première fois, le crime organisé se met à parler le langage du pouvoir. Comme si les clans ne se contentaient plus de vendre de la drogue, mais voulaient désormais influencer la société. Cette mutation inquiète les services de l'État. Ce n'est plus seulement une lutte pour des territoires, mais une guerre culturelle, une contre-société qui défie ouvertement les institutions. Dans les quartiers, cette évolution se ressent. Certains jeunes parlent de justice parallèle, de résistance. Le mot mafia se transforme, se politise. On ne parle plus seulement de trafics, mais d'une forme d'organisation alternative, née du rejet et de l'abandon. Pendant ce temps, les familles des Yoda tentent de survivre. Les compagnes, les sœurs, les mères tiennent les comptes, cachent l'argent, gèrent les avocats. Elles deviennent les véritables piliers du réseau. Leur rôle est essentiel mais invisible. Elles maintiennent le lien entre les cellules et les cités, entre les ordres et les exécutions. Ce sont elles qui portent la mémoire, qui gardent la flamme. Les policiers le reconnaissent à demi-mot. Les clans ne meurent pas en prison. Ils changent de forme. Et c'est exactement ce qu'il se passe. Le clan Yoda cesse d'être une structure visible pour devenir une idée, une manière de penser le pouvoir, la loyauté, la survie. Les plus jeunes l'adoptent comme un symbole d'identité. Dans les cités, des graffitis apparaissent et Yoda n'est pas mort. Les médias parlent d'un fantôme, mais ce fantôme, à Marseille, est bien réel. Il hante les murs, les esprits, les conversations. Il incarne quelque chose de plus grand que le crime, la rage de ne pas disparaître. Dans les baumettes, certains disent n'est que Yoda, le vrai, médite, qu'il lit, qu'il écrit, qu'il ne parle à personne. D'autres affirment qu'il prépare sa sortie, mais peut-être que la vérité n'a plus d'importance, car le mythe a déjà remplacé l'homme. Et dans les couloirs sombres des prisons, entre le bruit des portes et les échos des pas, on entend parfois ce murmure glacial. Transmis de cellule en cellule, Yoda n'est pas fini. Il attend son heure. Marseille n'oublie jamais. Les façades changent, les commerces rouvrent, les journalistes repartent, mais sous la lumière des lampadaires, les ombres restent. Et parmi elles, une revient sans cesse, celle de Yoda. Le clan n'existe plus officiellement. Ses chefs sont derrière les barreaux,
ses lieutenants dispersés, ses fours partagés. Mais dans les esprits, Yoda vit encore. Dans les conversations, dans les tags, dans les rumeurs. Le nom est devenu une légende urbaine, une mythologie de la survie. Dans les quartiers nord, des adolescents se réclament de lui sans même l'avoir connu. Ils disent « on est de la famille Yoda ». Pas pour revendiquer un trafic, mais pour appartenir à quelque chose, pour ne plus être invisible. Le nom sert de bouclier, de drapeau, de repère dans un monde sans horizon. Les anciens du clan, eux, observent cette transformation avec amertume. Ils voient des gamins reproduire les codes sans en comprendre le sens, les armes, les vidéos, les vantardises. Ils confondent le mythe et la mise en scène. La discrétion, jadis marque de noblesse, est devenue ringarde. La peur s'affiche désormais en story Instagram. Les éducateurs parlent d'une génération perdue entre deux réalités, celle des réseaux et celle des rues. Ils vivent dans un monde où l'image du gangster a remplacé celle du héros. Les Yoda d'aujourd'hui ne cherchent plus à contrôler un territoire, mais à contrôler l'attention. La DZ Mafia a compris ce changement avant tout le monde. Leur communication est millimétrée. Des clips, des symboles, des phrases virales. Ils se présentent comme des résistants contre l'État, comme une famille. Leur violence devient langage. Et cette grammaire du chaos séduit. Mais dans l'ombre, d'autres héritières de Yoda s'organisent. Discrets, silencieux, méthodiques. Ils rejettent en la mise en scène, reviennent à la logique du secret. Leur credo, on ne parle pas, on agit. Ils se rassemblent autour de figures anciennes, d'anciens du clan sortis de prison, qui veulent en redonner sens à ce qu'ils appellent l'honneur du milieu. Car pour eux, le crime n'a jamais été une mode, c'était une structure, un code, une survie. Et cette distinction dans les rues de Marseille fait toute la différence. Pendant ce temps, la ville continue de vivre sous tension. Les fusillades se font plus rares, mais plus précises. Des règlements de comptes ciblés, presque chirurgicaux. Les clans ne s'affrontent plus pour des points de deal, mais pour le contrôle des flux. Logistique, blanchiment, crypto, importation. Le crime se modernise, se dématérialise, sans jamais quitter le béton. Dans certains quartiers, la présence du mythe Yoda devient une culture locale. Des rappeurs y font référence, des tags recouvrent les murs, des t-shirts circulent sous le manteau. Yoda devient une marque, et comme toute marque, elle dépasse son créateur. Des chercheurs en sociologie s'y intéressent. Ils parlent de sous-culture du pouvoir parallèle, d'une renaissance mafieuse à visage social. Les Yoda incarnent désormais la nostalgie d'un ordre perdu, celui d'un temps où la peur imposait une forme de stabilité. Un paradoxe. Regretter ceux qui faisaient trembler la ville, parce qu'au moins la ville obéissait. Les habitants eux-mêmes ne savent plus quoi penser. Certains disent que c'était mieux avant, quand les Yoda géraient le quartier. Au moins, on pouvait dormir. D'autres se révoltent contre cette résignation. Dormir sous la peur, ce n'est pas vivre. Mais au fond, tout le monde sait que Marseille n'a jamais vraiment changé. Les trafics continuent, les réseaux se recomposent, les guerres se déplacent et la ville respire au rythme des moteurs de scooters et des coups de feu étouffés. Le soleil brille sur les façades, mais derrière les vitres, les rideaux restent tirés. Et dans cette ville en équilibre fragile, le mythe de Yoda joue un rôle étrange. Il est à la fois une malédiction et une mémoire. Une blessure collective, mais aussi une fierté tordue. Car malgré tout, Yoda symbolise quelque chose de profondément marseillais. La défiance, la débrouille, la résistance à la disparition. Dans les écoles, certains professeurs osent en parler. Ils expliquent à leurs élèves que Yoda n'était pas un héros, mais le produit d'un monde sans choix, un miroir de la société, un avertissement, pas un modèle. Mais pour les jeunes, ces mots sonnent souvent creux. Ce qu'ils voient, ce sont les voitures, les armes, les billets, pas les nuits d'angoisse, les trahisons, les morts. La légende a remplacé la vérité. Les prisons continuent de se remplir. Les noms changent net, mais les schémas restent. Les Yoda ont ouvert la voie, et derrière eux,
D'autres générations marchent sur les mêmes traces, convaincus que le crime est la seule manière de ne pas être effacé. Au centre-ville, les touristes prennent des photos du vieux port, sans imaginer qu'à quelques kilomètres, des enfants apprennent encore à reconnaître le bruit d'une calare. Marseille se vend comme une carte postale, mais sous la carte, la cicatrice reste vive. Et dans les nuits calmes, quand le vent descend des collines, on dit qu'on peut encore entendre dans le murmure des tours un écho de voix anciennes, comme un serment oublié. On est Yoda, on ne meurt jamais Marseille. Toujours la même lumière, les mêmes façades, la même mer indifférente. La ville avance, mais ses cicatrices, elles, ne disparaissent pas. Elles s'incrustent dans le béton, dans les mémoires, dans le silence des soirs trop calmes. Les années passent, les clans changent, mais la peur reste la même. La guerre entre Yoda et la DZ Mafia appartient désormais aux archives. Les journaux ont rangé leurs gros titres. Les caméras ont quitté les cités. Mais dans les ruelles de la Paternelle, rien n'a vraiment bougé. Les murs portent encore les marques des balles. Les visages portent encore la fatigue de ceux qui ont trop vu. Ceux qui ont survécu ne racontent pas. Ils gardent leurs souvenirs comme des cicatrices secrètes. Certains ont tout perdu, d'autres ont trouvé dans cette guerre une forme d'identité. Car à Marseille, même la douleur devient appartenance. Le nom de Yoda circule encore comme un murmure, dans les cours d'immeubles, dans les salles de musculation, dans les parloirs des prisons. Ce n'est plus un clan, c'est un code, un état d'esprit, une ombre qui plane sur plusieurs générations, un rappel de ce que la ville peut produire quand elle abandonne les siens. Les sociologues parleront de marginalité, les journalistes de criminalité organisée, les politiques de sécurité. Mais pour ceux qui ont vécu cette époque, Yoda n'était ni un monstre, ni un modèle. C'était juste un homme né dans un monde fermé, où la violence était la seule langue que l'on apprenait dès l'enfance. Il a bâti son empire sur la peur, mais aussi sur la cohérence d'un système sans justice. Et c'est peut-être pour ça que son nom résonne encore, parce qu'il représente ce vide, ce silence institutionnel que personne n'a voulu combler. Les enfants de la Paternelle ont grandi avec deux images de Yoda. L'une, celle du caïd impitoyable, le maître du béton, celui qui ordonnait sans trembler. L'autre, celle d'un protecteur, d'un repère dans un monde sans repère. Et entre ces deux visages, Marseille n'a jamais vraiment choisi. Aujourd'hui, les anciens du clan vieillissent ainsi derrière les barreaux. Certains écrivent, d'autres prient, quelques-uns rêvent d'estepais, mais la plupart savent qu'il n'y aura jamais de fin, car la guerre qu'ils ont menée n'était pas seulement contre un autre clan. C'était une guerre contre l'oubli, leur plus grande victoire. C'est peut-être celle-là, avoir laissé une trace dans une ville qui efface tout, une empreinte faite de peur et de fascination. Une légende que même la prison n'a pas pu enfermer. Les policiers continuent de surveiller, les journalistes de raconter, mais les cités, elles, continuent de fabriquer de nouveaux visages. Des jeunes qui rêvent d'argent facile, d'autres qui rêvent simplement d'exister. Et dans leurs yeux, on retrouve parfois le même éclat que dans ceux de Yoda. Un mélange de rage et de résignation. Marseille ne change pas. Elle se transforme, elle se maquille, mais son âme reste la même. Un mélange de beauté et de violence, de soleil et de poudre. Ici, les histoires ne se terminent jamais. Elles se répètent, encore et encore, sous d'autres noms, avec les mêmes armes. Et quand le Mistral souffle sur la Paternelle, on pourrait presque croire que la ville murmure à nouveau « Yoda est mort, mais Yoda est partout ». Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si cette histoire vous a tenu jusqu'à la dernière ligne, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et surtout de partager cette vidéo. Parce que raconter ces histoires, c'est déjà une manière de résister, de rappeler que derrière chaque tir, chaque chiffre, chaque titre de presse, il y a des visages, des quartiers, des destins brisés. Et tant qu'on en parlera, le silence ne gagnera pas.